Je veux vous raconter l'histoire la plus intéressante du monde. Pourquoi une personne devient ce qu'elle devient? Pourquoi un petit garçon ou une petite fille grandit pour devenir le genre de personne qu'il ou elle devient? Les experts dans ce domaine estiment que la plupart d'entre nous n'utilisent qu'environ 5% de notre potentiel réel. Certains experts parlent même de 1%. Cela signifie que nous ne donnons que 5% de nous-mêmes dans tout ce que nous faisons. 5 pour notre travail, 5% à nos familles, à toutes les personnes que nous connaissons, à tout notre environnement. Cela signifie également que nous ne ressentons que 5% du plaisir, 5% de la joie, 5% des récompenses. Tous les experts s'accordent à dire qu'il existe en chacun de nous de profonds réservoirs de capacités, voire de génie, que nous ne parvenons généralement pas à utiliser. Pourquoi? Nous savons que la plupart des gens désirent par nature réussir. Mais qu'est-ce que la réussite? Qu'est-ce que ce mot qui est devenu si populaire dans ce monde? Que signifie-t-il? La plupart des gens ne savent pas ce qu'est le succès. Le succès n'est rien d'autre que la réalisation progressive d'un idéal digne de ce nom. Cela signifie que toute personne qui sait ce qu'elle fait et où elle va, réussit. Toute personne qui a un but vers lequel elle travaille est une personne qui réussit. Cela signifie que le lycéen qui travaille pour obtenir un diplôme réussit aussi bien que n'importe quel être humain sur Terre parce qu'il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il se lève le matin et où il va. Inversement, si une personne ne sait pas ce qu'elle fait, ni ce qu'elle veut, si elle n'a pas d'objectif à atteindre, alors elle doit, au moins selon cette définition, être considérée comme ayant échoué. Pourquoi, avec cette définition simple, tout le monde ne réussit-il pas? Réussir devrait être facile. Pourtant, des enquêtes indiquent que 19 personnes sur 20, soit 95% au moins, ne réussissent pas. En fait, une enquête a demandé à des milliers d'hommes actifs pourquoi ils se levaient le matin pour aller travailler et 19 sur 20 ne le savaient pas. 19 travailleurs sur 20 n'avaient pas la moindre idée de la raison pour laquelle ils se levaient le matin pour aller travailler. Lorsqu'on les interrogeait de plus près, ils répondaient « Eh bien, tout le monde travaille ». Dire ça devrait être pour eux une bonne raison de démissionner. Il y a une petite règle de la vie dont vous devriez vous souvenir. Quelle que soit l'attitude de la grande majorité, dans une circonstance donnée, si vous faites exactement le contraire, vous ne commettrez probablement plus jamais d'erreur jusqu'à la fin de votre vie. C'est juste une chose à garder à l'esprit. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils jouent au jeu le plus ingrat du monde, qui s'appelle « suivre le suiveur ». On raconte l'histoire d'une petite ville où il y avait un bijoutier qui, comme tous les bijoutiers, ou du moins la plupart d'entre eux, avait une grande horloge dans sa vitrine. Tous les matins, depuis des années, il avait remarqué qu'un ouvrier s'arrêtait, réglait sa montre à gousset à la même heure que l'horloge de la vitrine. Il faisait cela depuis de nombreuses années, et un matin, le bijoutier était devant la boutique, en train de balayer le trottoir. Il a demandé à l'homme « Monsieur, dites-moi pourquoi réglez-vous votre montre sur ma grande horloge tous les matins? J'ai remarqué que vous faisiez cela depuis des années. » « C'est parce que je suis le contremaître de la grande usine, dit-il. Je veux m'assurer que ma montre est correcte parce que je donne le coup de sifflet de fin d'emploi tous les soirs à 17h. » Le bijoutier l'a regardé bizarrement pendant une minute. Il lui dit « C'est drôle parce que moi, durant toutes ces années, j'ai réglé cette grande horloge dans la vitrine grâce à ce sifflet de fermeture. Vous voyez, il s'agit là d'un cas où une personne s'est contentée de suivre ce qu'elle pensait être correct sans vérifier ses références. » Laissez-moi vous raconter l'histoire de ce que nous pourrions appeler la vie d'un jeune homme moyen dans notre société. Au moment où ce jeune homme naît, il ne peut faire qu'une seule chose sur Terre, commencer à penser, à agir et à parler comme les gens qui l'entourent. C'est tout ce qu'il peut faire. Mais d'emblée, il y a 95 chances sur 5 pour qu'il pense, agisse et parle comme le mauvais groupe. Ces gens peuvent être des gens formidables, ils l'aiment, ils feraient n'importe quoi pour lui, ils veulent qu'il réussisse. Mais les chances sont de 95 contre 5. Ils n'ont pas les réponses dont il a besoin pour s'épanouir en tant qu'être humain, pour atteindre le succès qu'il souhaite, pour puiser dans ces profonds réservoirs de capacités et de génie que nous savons qu'il possède et en tirer parti. Il commence à l'école. La chose la plus importante pour un petit garçon à l'école est d'être aimé par les autres petits garçons de l'école. C'est ainsi qu'à cet âge tendre, il commence à suivre d'autres petits garçons du même âge, qui n'en savent pas plus que lui et qui n'ont pas nécessairement la capacité de diriger.
C'est ce qu'il fait en première année, en deuxième et troisième année. Et année après année, il se transforme en une moyenne composite d'autres petits garçons de son âge, en essayant de leur ressembler. Il essaye la seule chose au monde qu'il est impossible pour un être humain de faire, c'est-à-dire d'être comme quelqu'un d'autre. Tout au long de son cursus scolaire, il est pris dans le piège de la conformité. Il a maintenant 25 ans, il n'est plus à l'école. Que va-t-il faire? En règle générale, il retournera dans sa ville natale, sauf s'il est marié, auquel cas il ira dans la ville natale de sa femme. Mais disons qu'il retourne dans sa propre ville natale. Il est célibataire, il ne sait pas trop quoi faire lorsqu'il se trouve au coin d'une rue un matin. Un ami qu'il a connu à l'école s'approchant et lui dit « Bonjour Charlie, qu'est-ce que tu fais ?» Il lui répond « Rien. » « Pourquoi ne viens-tu pas travailler là où je travaille? C'est un bon endroit qui paye bien. Nous avons toutes sortes d'avantages sociaux. » Et il commence alors à travailler. Il y a environ 95 chances sur 5 que son premier emploi soit décroché à la suite d'une candidature aléatoire sur le tas, sans y réfléchir. La chose la plus naturelle au monde pour lui est de regarder autour de lui, de voir comment les autres font leur travail et de commencer à faire les choses de la même manière, en supposant que ce qui est normal pour eux l'est aussi pour lui. Il n'y pense tout simplement pas, et il a devant lui 50 ans ou plus d'âge d'or. Que va-t-il faire de ces 50 années d'or? Voyons cela de plus près. Nous savons qu'il travaille en principe 40 heures par semaine, ce qui lui laisse 72 heures par semaine où il ne travaille pas et ne dort pas. Il a 72 heures de liberté discrétionnaire chaque semaine pour faire ce qu'il veut. À ce stade, il est bien sûr marié, il a sa petite maison, sa petite voiture, et voici ce qu'il fait de ses 72 heures libres chaque semaine. Il fera ce que les autres font de leurs 72 heures libres chaque semaine, c'est-à-dire pratiquement rien du tout. Au cours d'une année typique, il va de sa petite voiture à sa petite maison, reçoit les caresses de sa femme dans la cuisine et lui dit qu'il est fatigué. Il a retenu cette phrase et il la répète tous les soirs en rentrant à la maison. Il mange son petit repas et il se dirige ensuite vers le salon où il allume sa télévision. Il reste assis là pendant 5h30 ou 6 heures. Selon les dernières statistiques, 25% du temps libre est aujourd'hui passé devant la télévision ou sur les portables. Il n'y a rien de mal à cela, sauf qu'il regarde d'autres personnes qui gagnent très bien leur vie en poursuivant leur carrière, alors qu'il ne gagne pas un centime et qu'il a les deux seules choses que l'on peut avoir en regardant la télé à un tel horaire, il a les yeux rouges et la tête qui tourne. Mais il reste assis pendant 6h30 jusqu'à ce que sa femme, un peu plus pragmatique, le tape sur l'épaule et lui dise « Charlie, je crois qu'il est temps que tu ailles te coucher. Tu dois te lever le matin et aller travailler. » Il l'éteint et va se coucher. Le lendemain matin, il se lève et recommence, et ce tous les jours pendant 40 ans. Au bout de 40 ans, il prend sa retraite, ce qui est toujours considéré comme une surprise. Et il meurt à 85 ou 90 ans. N'y a-t-il pas une tragédie ici? Quel est le problème? Et vraiment, si c'est la façon dont Charlie, notre jeune homme hypothétique, veut passer sa vie, c'est son affaire. Il vit dans une société libre. Il peut en faire ce qu'il veut. Mais il y a là une terrible tragédie s'il vit de cette manière en raison de l'absence totale de décision. S'il vit de cette manière simplement parce qu'il continue à faire ce qu'il faisait en première et deuxième année d'école, c'est-à-dire suivre les camarades du quartier en partant du principe tacite qu'ils savent comment vivre. C'est une véritable tragédie, car ils n'ont jamais su comment vivre, et cela est vrai dans toute l'histoire de l'humanité. Et Charlie ne découvre jamais qui il est. Il n'atteint jamais les profondeurs de ses capacités, de ses talents. Il n'a jamais appris qu'il peut avoir à peu près tout ce qu'il veut dans le monde, qu'il peut décider de son sort et de sa fortune. Et c'est un peu dommage. Ce qu'il faut, ou ce qui est nécessaire, c'est une liste de contrôle comme celle qu'utilise un pilote d'avion. Je pense qu'il est aussi important de réussir sa vie que de piloter un avion. Voici quelques-unes des choses qui, selon moi, devraient figurer sur cette liste de contrôle et qui pourraient aider cet homme à vivre une vie plus significative, plus intéressante, plus excitante et plus agréable. La première chose qu'il devrait avoir sur sa liste de contrôle, à mon avis, c'est le mot « objectif ». Un homme sans but est comme un bateau sans direction. Il ne sait pas où il va. Il fait alors partie des 95% qui vivent au jour le jour, mois après mois. Il a besoin de racines profondes dans un grand courant principal qu'il choisit lui-même. Puis il avancera sur son chemin sans tenir compte des vents à la surface de sa vie ou de l'opportunisme à court terme. Et il arrivera là où il va. Le deuxième mot de notre liste de contrôle est le mot attitude.
On a dit que c'était le mot le plus important dans toutes les langues du monde, parce que c'est notre attitude envers notre monde, envers tous les gens qui le composent, qui déterminera l'attitude du monde et l'attitude de tous les gens envers nous. C'est très simple. La plupart d'entre nous le savent, mais nous avons tendance à l'oublier. Les gens réagiront à notre égard en fonction de notre attitude. Et notre attitude est le plus grand cadeau que l'on puisse nous faire. Vous savez, les petites créatures du monde ont reçu de Mère Nature un merveilleux cadeau appelé coloration protectrice, qui leur permet de se fondre dans le décor sans être vus. Mais l'homme n'a pas reçu ce grand don, car il en a reçu un bien plus grand encore. Seul l'homme a le pouvoir divin de modifier son environnement pour qu'il s'adapte à lui, car son environnement changera en même temps que lui. L'environnement d'un homme est un miroir impitoyable de l'être humain qu'il est. Et s'il pense que son environnement peut être un peu amélioré, tout ce qu'il a à faire est de s'améliorer, et son environnement s'améliorera pour refléter le changement de l'homme. Penser est la fonction la plus élevée dont un être humain est capable. Le grand dramaturge Archibald MacLeish, lauréat du prix Pulitzer, l'a très bien exprimé dans sa grande œuvre, Le secret de la liberté, dans laquelle l'un de ses personnages dit « La seule chose qui fait qu'un homme est un homme, c'est son esprit. Tout le reste se trouve chez un cochon ou un cheval. » Et c'est vrai. Et donc, si nous voulons développer quelque chose, c'est un bon point de départ de penser délibérément et avec un but, de passer un peu de temps chaque jour devant une feuille blanche, avec notre objectif, et trouver des idées fraîches, nouvelles et excitantes. Le point suivant de notre liste de contrôle est ce que l'on pourrait appeler la loi des lois. C'est ainsi qu'Emerson l'appelait, cette grande loi de cause à effet selon laquelle nos récompenses dans la vie seront toujours exactement proportionnelles à notre contribution à notre service. Nous le savons tous en fait. Nous disons à nos enfants à l'école du dimanche que « vous récolterez ce que vous aurez semé ». Mais nous oublions que c'est vrai. Si un homme n'est pas satisfait de ses récompenses, il n'a qu'à trouver des moyens d'augmenter sa contribution, son service. Prenons l'histoire du prédicateur qui roulait sur une route de campagne et qui, tout à coup, est arrivé devant la plus belle ferme qu'il ait jamais vue de sa vie. C'était magnifique et le fermier s'approchait de la route sur son tracteur. Alors il est venu saluer l'agriculteur qui lui a dit « Vous êtes un homme bon, Dieu vous a certainement béni avec une magnifique ferme. » Le fermier a réfléchi un instant et a dit « Oui, vous avez raison, c'est certainement le cas. Mais vous auriez dû voir cet endroit quand il l'avait pour lui tout seul. » Le prédicateur avait son sermon pour le dimanche suivant. Il s'est rendu compte que tous les fermiers de cette route avaient reçu la même terre, mais qu'un seul homme en avait fait quelque chose de grand. Eh bien, nous recevons tous la même terre, nous recevons une vie humaine, et chacun d'entre nous peut aussi en faire quelque chose de grand, s'il le veut. Le point suivant serait la recherche et le développement. Aucun d'entre nous ne voudrait travailler pour une entreprise ou investir son argent dans une entreprise qui ne dispose pas d'un département de recherche et développement très viable et qui réinjecte un bon pourcentage de ses bénéfices dans la recherche et le développement, parce que son avenir en dépend. Mais il en va de même pour un homme. Vous pourriez vous demander quelle part de votre salaire net vous allez dépenser au cours de l'année pour acheter du matériel destiné à vous rendre plus intelligent cette année que l'année précédente, à vous rendre un peu meilleur, un peu plus grand en tant qu'être humain, à aimer un peu plus, à haïr un peu moins, et à faire un peu mieux votre travail qu'il y a un an. Combien d'argent réinvestissez-vous en vous-même et dans votre avenir? Cela vaut la peine d'y réfléchir. Nous devenons ce à quoi nous pensons la plupart du temps. Et c'est là le secret le plus étrange. C'est pourquoi la réflexion est si importante. C'est pourquoi un objectif est si important, car c'est ce que nous deviendrons. C'est pourquoi les personnes qui se fixent des objectifs les atteignent. Je pense qu'il est bon de se rappeler que si nous nous contentons de suivre la foule, nous n'obtiendrons pas grand-chose de plus que le souhait de pouvoir commencer. Si nous voulons faire quelque chose en tant qu'individu, nous avons besoin d'objectifs individuels, de pensées individuelles, d'actions individuelles. Et nous ne devons jamais nous conformer aux grands groupes. Nous devons les aimer, nous devons les aider, nous devons les servir, car tout notre succès dépendra de notre capacité à faire ces choses, mais sans jamais perdre notre propre individualité et notre identité, en nous laissant submerger par ce qui, historiquement, s'est avéré n'être rien d'autre qu'une mer étouffante d'indirection et d'inutilité. Si vous vous sentez déprimé, comme nous le sommes tous de temps en temps, vous pouvez vous rappeler cette citation de Dean Briggs. Il a dit « Faites votre travail,
Pas seulement votre travail et rien d'autre, mais un peu plus pour la recherche de ce petit plus qui vaut tout le reste. Et si vous souffrez, comme vous devez le faire, et si vous doutez, comme vous devez le faire, faites votre travail, mettez-y tout votre cœur et le ciel s'éclaircira. Et alors, de tes doutes et de tes souffrances naîtra la joie suprême de la vie. Croyez-le ou non, à une époque où nous avons presque divinisé les loisirs, nous avons presque perdu de vue le fait que pratiquement toutes nos satisfactions et récompenses viendront non pas de nos loisirs, mais de notre travail.